Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour un Carton Rouge le Mag. Carton Rouge le Mag évidemment à quelques heures de ce nouveau derby, l'AS Saint-Etienne qui reçoit l'Olympique Lyonnais à Geoffroy Guichard devant un stade vide évidemment. Et bien sûr, on va parler de ce derby. Le derby est-il faussé? Ce sera la première partie de notre émission. Dans la deuxième partie de l'émission, on évoquera le sujet chaud du moment, l'actu du moment, c'est-à-dire la pression sur les dirigeants, direction, démission, les banderoles arrivent un petit peu partout, à Geoffroy Guichard, à l'Etra, bref, grosse pression sur la direction du club. On en parlera parce qu'évidemment c'est vraiment l'actu du moment. Et on terminera ce Carton Rouge le Mag avec un mot sur le Mercato qui dort pour l'instant. Évidemment on évoquera le dossier Mostafa Mohamed, Todibo, et puis on évoquera aussi la possibilité que la Saint-Etienne termine ce Mercato avec 0 recrue. On va en parler tous ensemble pour faire une bonne émission. Vous le savez, il faut de bons invités et j'ai la chance d'avoir ce soir sur Carton Rouge 3 bons chroniqueurs. D'abord Thomas que vous connaissez. Salut Thomas. Bonsoir à toi Peuple Vert, meilleurs vœux, la santé, le bonheur, tout ce qu'il faut. Ouais, Thomas le sniper. Hervé est avec nous également. Salut Hervé. Salut à tous. Hervé l'ultra de Saint-Etienne. Salut Hervé, bienvenue à toi. Et puis également Alex de peuplevert.fr. Salut Alex. Salut, merci, meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup les amis d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, allez, on démarre tout de suite avec le sujet du derby. Le derby est-il faussé? On a bien sûr vu qu'à Strasbourg, notre équipe très très diminuée avec 10 joueurs absents, avec beaucoup de membres du staff absents. Le match s'est quand même déroulé. On a perdu, nos jeunes se sont bien battus, je trouve, mais on aura encore des absents. Alors peut-être qu'on peut commencer par là. Quels sont les joueurs sur lesquels on pourra compter dimanche prochain qui seront de retour? J'ai vu que Romain Mouma, a priori, serait dispo. Est-ce que vous avez d'autres infos? On peut commencer peut-être par toi, Alexandre. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur les retours possibles? Peut-être Bouanga, peut-être Youssouf, je ne sais pas. Est-ce qu'on a des infos ou est-ce qu'il faut encore attendre la veille du match? J'ai l'impression que les infos vont tomber au fur et à mesure que les tests seront négatifs. Certains seront hors clous, d'autres dedans. A priori, Amouma est dans les clous, donc c'est très bien pour nous. Mais j'ai pas beaucoup plus d'infos que ce qui est sorti. J'ai l'impression que, en plus, il y a une sorte de stratégie peut-être de laisser planer le doute pour pas tout dévoiler à l'adversaire. C'est pas impossible. Hervé, toi, tous ces absents qui nous ont fortement pénalisés, finalement, il y a quand même, ça a permis aussi à un certain nombre de jeunes de se montrer. On a vu que Moefek avait fait un très bon match, Gourna aussi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas laisser ces jeunes jouer ce derby, parce que les jeunes de l'AS Saint-Etienne, ils ont joué des derbys dans les U19, etc. Ils savent ce que c'est qu'un derby. Est-ce que ce serait peut-être pas l'opportunité de miser sur les jeunes pour ce derby? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Écoute, moi je vais rester sur ma ligne de conduite que depuis qu'on fait les mags et depuis qu'on discute ensemble. On peut pas faire une saison sur des gars qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans. C'est pas possible. Donc je reste là-dessus. Par contre, des Gournins, comme tu dis, les jeunes qui ont joué à Strasbourg, beaucoup d'entre eux ont fait les derbies 14, 15, 16, 17. Donc forcément, ils ont le club dans la peau, ça c'est très bien. Mais après, voilà, tu restes toujours avec des jeunes et tu fais pas ta saison qu'avec des jeunes, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je resterai toujours sur ma ligne de conduite. Donc si Amouma, Bouanga, Youssouf sont OK, on les met dans le 11 de départ. On les réintègre, bien sûr. Thomas, quel est ton avis sur ce sujet? Écoute, moi je ne me souviens même plus la dernière fois où on a abordé le derby en étant confiant et surtout en pleine possession de nos moyens. J'ai l'impression que derby après derby, on y va de plus en plus démunis. C'était le cas des 2 précédents derbys. Et là, franchement, on ne pouvait pas penser à un tel scénario. Là, on se dit, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'il peut nous arriver maintenant? Alors, évidemment, moi j'ai envie de dire, mais de toute façon, vu les circonstances actuelles, le derby n'est pas vraiment pipé, puisque de toute façon, on est voué un petit peu à l'échec. Moi, je n'attends pas grand-chose de ce derby. Mais en même temps, petit motif d'espoir, on se rend compte que sur les précédents derbys où on pensait être vraiment ridicule, on a plutôt fait honneur au maillot. On aurait vraiment mérité de ramener quelque chose au match aller. Donc ça va être, à mon avis, très très compliqué. Je suis pessimiste, mais peut-être que ça sera moins moche que ce à quoi on peut s'attendre. Et sur les joueurs, du coup, Thomas, sur les joueurs, la question est posée sur les joueurs, les jeunes ou réintégrer les anciens?
Bah disons, j'ai envie de dire, faudra faire avec ce qu'on peut faire, quoi. Donc on a vu que à Strasbourg, il n'y avait pas vraiment eu le choix. Quoique, on a quand même eu malgré tout quelques surprises au coup d'envoi, comme le fait que Aouchis, je sais pas, pardon, soit sur le banc. Après, je pense que c'était lié au système de jeu que Puel a voulu mettre en place. Mais bon, à mon avis, il va falloir faire avec les moyens du bord. Alors, motif d'espoir quand même. Et là-dessus, je te repasse la parole, Alexandre, mais un motif d'espoir, moi je trouve, c'est que, j'essaye d'être optimiste, vous avez vu un peu, c'est que les Verts, cette saison, face aux grosses équipes, n'ont pas été ridicules. On a gagné à Marseille, on fait match nul face à Paris, face à Lille, c'était plutôt pas mal, et le derby à l'aller, honnêtement, on aurait dû ramener le point du match nul. Je passe même sur le pénalty raté par Denis Bouanga. Finalement, face aux grosses équipes, on se débrouille pas mal. Lyon fait partie des gros du championnat quand même, à la lutte pour la Ligue des Champions. Bah, peut-être qu'on va continuer sur cette lignée. C'est un motif d'espoir, ça, Alexandre, ou pas? Bah, écoute, si on fait de bonnes prestations contre les gros, j'ai l'impression que c'est parce qu'on aime aussi les équipes qui jouent et les équipes qui se découvrent un tout petit peu. Et j'ai la sensation qu'à face à ces équipes, on a une vraie capacité de projection qu'on n'avait plus les années précédentes, avec des jeunes qui vont relativement vite et qui exploitent les espaces dans le dos. Donc c'est ce qu'on a vu un petit peu contre Paris. On a développé vite des contre-attaques et les choses se sont plutôt pas mal passées. On a exercé un pressing assez intensif, chose à laquelle ces grosses équipes n'ont pas toujours l'habitude. Moi, je trouve que ça, on sait bien le faire. Et puis, quand on a une équipe qui paraît un petit peu plus faible, par rapport à nous, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'équipe plus faible, mais en tout cas, on se sent moins en certitude, on se sent plus en position de faire le jeu. Et ça, j'ai encore l'impression qu'on ne sait pas faire. Surtout qu'offensivement, on est loin d'avoir des certitudes et on n'a pas de finisseur. Et défensivement, on a encore moins de certitudes. Donc, pour le coup, on se met peut-être plus de pression face aux petits que face aux gros. Ouais, mais Alexandre, par contre, juste un truc, je suis d'accord avec toi sur la pression, sur le comme tu dis, le pressing qu'on peut faire sur le match. Par contre, tu peux remarquer, à l'aller, on n'a pas pu faire ça tout le match. C'est impossible de le faire. Donc, du coup, tu l'as fait la première mi-temps, la deuxième mi-temps un peu moins, et du coup, là, on perd. C'est vrai. C'est vrai. Et Lyon qui pourra compter sur Slimani, dont on parlait à un moment donné de façon un peu erronée à mon avis du côté de l'AS Saint-Etienne parce que son salaire était beaucoup trop élevé. Du coup, le système de jeu, Hervé, on a parlé de toi, tu mises plutôt effectivement sur le retour des joueurs expérimentés pour ce derby. Le système de jeu, tu le vois comment face à Lyon? Lyon est quand même une équipe qui a je trouve... alors c'est mon analyse, mais je trouve que défensivement c'est pas une équipe qui est indestructible. Je trouve que défensivement ils peuvent être fragiles. On l'a encore vu face à Metz, ils prennent un but en toute fin de match. Par contre l'attaque, moi, et je la trouve assez impressionnante avec potentiellement 3 attaquants. Est-ce qu'il faut reconduire la défense à 4 ou est-ce qu'on revient avec notre système à 5 défenseurs, sachant que depuis plusieurs matchs quand même Claude Puel a opté pour cette défense à 4? C'est la défense à 4, moi je suis fan de la défense à 4. Après, contre une équipe comme Lyon, comme tu dis, qui ont 3 attaquants et nous, 0, donc forcément c'est compliqué de marquer des buts. Bon, on parle de la défense, je veux parler de l'attaque, mais du coup une défense à 5, ça peut être pas mal avec un bon milieu de terrain fourni, comme il disait Alexandre, pour aller leur créer des problèmes sur un contre, ça peut être pas mal. Avec Neyou en milieu récupérateur, toi, le système de jeu, Thomas, tu le sentirais comment face à Lyon? Moi, je vais être un peu radical. 5 ou 4 derrière, ça ne changera pas grand-chose. À partir du moment où on n'a pas d'attaquant, de toute façon, on ne marquera pas de but devant. Ou alors, si on a un penalty, on va encore le mettre à côté. Il y a quand même une constance à l'AS Saint-Etienne, c'est que je trouve que dans le jeu, on n'est pas trop mal. C'est pour moi face à Strasbourg et même face à Reims. Alors je sais que pendant le live on a eu un désaccord, Flavien, mais je trouve que sur le fond de jeu, même face à Reims où on a pris une tôle, on n'a été pas si mal que ça. Tu avais d'ailleurs sorti une stat où on avait vu qu'on avait eu le monopole du ballon. Donc on est plutôt bon dans l'animation, sauf que devant, quand t'as pas d'attaquant, t'as pas d'attaque et tu peux pas marquer de but. Et derrière, jeunesse oblige, alors que plutôt, franchement, les gars, ils font honneur au maillot. On peut nourrir de sérieux espoirs pour certains, mais malgré tout, il y a toujours à un moment donné cette petite cagade, cette petite maladresse, cette erreur d'inattention, cette erreur d'arbitrage qui fait qu'on prend un but, des erreurs d'arbitrage, qui fait qu'on prend un but à la mort moelle-neu. À chaque fois, c'est le même scénario qui se reproduit. Peut-être que la roue va tourner
comme le dirait notre ami Franck Ribéry, la roue tourne, elle peut tourner aussi à un moment donné. Alexandre, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Thomas, parce que c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, alors beaucoup à Reims, un peu aussi à Strasbourg, quand on regarde les stats du match, l'AS Saint-Etienne est l'équipe qui a eu la possession de balle la plus importante. À Reims, c'était écrasant, le plus grand nombre d'occasions, et malgré ça, effectivement, on perd ces matchs. Moi, ce que je retiens de ça quand même, c'est que pour la confiance, c'est dramatique, parce que les gars, du coup, ils perdent confiance. Les gars se retrouvent avec une pression énorme, et encore, il n'y a pas de public dans le stade. Moi, je ne sais pas, est-ce que ça peut tourner à un moment donné? Est-ce qu'on peut avoir ce petit coup du destin qui nous fera gagner un match? Tu y crois, toi, encore, Alexandre, à ça ou pas? Moi, j'y crois, parce que foncièrement, je suis optimiste, mais j'y crois, et je trouve que justement, ce que tu relèves là, c'est important. Ça montre aussi le travail de fond et le bon travail qui est effectué par le staff, et notamment Claude Puel. Alors, après, on peut me taxer d'éternel optimiste avec Claude Puel, mais mine de rien, du jeu des joueurs qui jouent, qui vont de l'avant, qui provoquent et qui claquent pas des genoux face à des gros, honnêtement, on l'a pas toujours vu à Saint-Etienne, et notamment sous l'ère Galtier, on avait plutôt tendance à se recroqueviller et puis à exploser vers l'avant en espérant quelque chose, mais on se recroquevillait d'abord. La fameuse défense à 5 que Galtier a proposée à de nombreuses reprises face aux gros. Là, j'ai l'impression que le projet de jeu, il prend forme quand même. Alors certes, il n'y a pas de points au bout, ou très peu, mais n'empêche qu'il y a des choses qui changent dans le jeu, et on le doit quand même à Claude Puel. Donc oui, j'y crois pour ça, et je me dis qu'à un moment donné, ça va passer. Mais sans buteur, ça va être très compliqué. Voilà. Le problème c'est ça, c'est qu'effectivement on n'a personne devant. À chaque fois, en plus, il fait jouer soit Amouma, soit Bouanga. Alors Bouanga, comme on dit, il prend cher sur les réseaux. En tout cas, voilà, il n'est pas en confiance. Il n'a pas de chance non plus parce qu'il a touché à transversale il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai qu'il ne joue pas à son poste aussi. C'est qu'à un moment donné, les gars, on leur demande de tenir des postes qui ne sont pas les leurs. C'est vachement compliqué. C'est très difficile pour eux. Moi, je pense que sur ce derby-là, la clé du match, elle va se jouer dans l'entrejeu. C'est-à-dire à la fois nos milieux récupérateurs. D'ailleurs, Neyou revient, je crois. Hein. A priori, Neyou sera opérationnel. Okay. Oui. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc je pense que c'est là que ça va se jouer. Et ça va se jouer aussi, je pense, et c'est pas qu'on l'oublie, mais souvent les derbys se jouent là-dessus, c'est au mental. C'est-à-dire qu'on veut avoir sur le terrain, je crois que dans le contexte actuel, on ne pardonnerait pas aux joueurs de ne pas rentrer dans ce match en voulant, je mets des guillemets, je sais pas comment le dire, mais écraser les Lyonnais, quoi. Il faut leur rentrer dedans d'entrée de jeu, il faut gagner les duels physiques. Et ça, par contre, c'est pas une question tactique, c'est une question de volonté, quoi. C'est dans la tête que ça se joue. Je dois dire que au match aller, j'avais trouvé que les Verts étaient pas mal de ce point de vue-là. Du coup, le résultat a été particulièrement cruel. S'ils démarrent ce match avec ce même état d'esprit, on peut y croire. Tu y crois, toi, Hervé, du coup? Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, le problème, c'est que au match aller, très bien, les 45 premières minutes, voire 35, voilà. Mais derrière, tu peux pas faire un match entier comme ça. C'est pas possible. Donc, du coup, tu dis l'envie, l'agnac, le derby, c'est ce qu'on attend les supporters de toute l'année, les 2 dates. Mais le problème, c'est que voilà, tu vas faire 20-25 minutes à fond, mais tu peux pas faire 90 minutes, c'est pas possible. Surtout avec des jeunes non expérimentés, donc c'est compliqué. Mais après, un jeune avec la folie, comme Alexandre disait, voilà, je pense que ça peut faire quelque chose. Mais comme on disait au match aller, on était en train de faire le même discours sur un mag ou je sais plus sur le plateau. Et du coup, oui, on a tenu 45 minutes. Mais derrière, t'en prends 2, c'est fini. Pareil, je reviens sur Reims. Reims, on prend 3 buts, 3 occasions. Ils ont 3 occasions. C'est tout. Ils ont que 3 occasions dans le match, ils les mettent au fond. C'est pas normal. À un moment donné, c'est pas normal. Thomas, la clé du match pour toi? Oui. La clé du match, il y a plein de choses à dire, mais déjà, je vais rebondir sur ce que vient de dire Hervé. Reims et Strasbourg, franchement, je pense que leurs effectifs ne sont pas meilleurs que les nôtres. Je pense même qu'on est globalement meilleurs qu'eux. Sauf que, comme tu le dis, ils ont 2-3 occasions dans le match. Ils ont ce qu'on n'a pas, des attaquants. Et les mecs, ils mettent au fond, quoi. Ils mettent au fond. Après, peut-être que si on n'est pas trop mal dans les gros matchs, c'est que du coup, les gars sont motivés, très concentrés et arrivent au moins à se mettre au diapason tous les 11. Là où sur des matchs un peu plus ordinaire, je vais dire, on souffre d'une irrégularité et d'une inconstance. Vieux comme jeune, on n'arrive pas à enchaîner des prestations de haut niveau avec 11 gars au top et au diapason. Face à Strasbourg, le dernier match, il y avait trop de joueurs qui sont passés à côté. Et quand t'es pas 11 sur le terrain et que tu as même un 12e homme en face, ça devient trop difficile. Ouais, après, on a quand même des lacunes incroyables. C'est-à-dire que
si tu veux, je disais que Bouanga ne joue pas à son poste, mais franchement, Bouanga cette année, il est méconnaissable. On a des mecs qui devraient être les cadres de l'équipe et qui n'arrivent pas à être au niveau attendu. Donc c'est très compliqué. Je pense que sur le derby, au-delà du milieu de terrain, on aura aussi une clé. Et je ne sais pas si elle sera bonne. La clé, c'est Jesse Moulin. C'est-à-dire que on est quand même fragile aussi dans les cages. C'est pas l'assurance tout risque. Il nous rapporte pas les 10 points que pouvait nous rapporter Ruffier sur une saison. Et Jesse Moulin, il faut qu'il réponde présent sur ce match, quoi. Il faut qu'il nous fasse la finale de la Coupe de France, quoi. C'est la même chose, quoi. Il faut qu'il nous sorte un grand match pour pouvoir donner confiance à ses équipiers. Donc voilà, on surveillera le match de Jesse Moulin. À mon avis, il va avoir, pour lui, ce sera pas facile, mais c'est lui aussi qui peut nous faire gagner ce match. On va terminer cette première partie sur le derby. Attends, Oui, j'aurais juste voulu dire un mot aussi sur les choix, des moments un peu surprenants de Puel, parce qu'aujourd'hui en attaque, on n'a aucun joueur malheureusement qui nous porte devant, mais je trouve qu'actuellement le plus en forme, celui qui se rapproche le plus de Bouanga l'année dernière, c'est-à-dire celui dont on sent qu'à tout moment il peut se passer un truc, c'est Arnaud Nordin. Et d'ailleurs il était sur une bonne dynamique, il enchaîne 2 buts superbes, et là où tu penses que n'importe quel entraîneur continuerait à profiter, à surfer sur la vague, à lui maintenir sa confiance, t'as Puel qui le remet sur le banc pour nous relancer un KMP. Bon, je vais pas, je vais prendre de bonnes résolutions. Je pensais qu'on allait passer un match sans parler de Kevin Monet-Paquet, mais non, Thomas, tu reviens dessus. Ça va, je vais, bon, lui et d'autres sont constants, malheureusement, dans la médiocrité. Mais quand tu as quand tu as des joueurs comme ça sur le terrain qui barrent d'autres joueurs qui sont en pleine bourre, je ne comprends pas. Face à Strasbourg, Nordin a été clairement notre. Alors, je suis pas en train de le surestimer, de dire que c'est un crack, c'est un dieu, mais c'est clairement actuellement notre atout offensif numéro 1. Donc il faut l'exploiter à fond. Je suis d'accord. Non mais Thomas, je rebondis sur ce que tu dis et tu as entièrement raison. Et je le dis depuis le début de saison. Je vais contrer un peu Alexandre qui est un petit peu pas pro Puel, mais qui aime bien le système, qui aime bien ce qui dégage et ce qu'il amène. Mais très bien, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'étais d'accord avec toi au début. Par contre, comme tu dis, Thomas, tu peux pas faire jouer deux matchs à un gars, le 3e match sur le banc et ainsi de suite. On change tout le temps l'équipe. Alors à ce moment-là, il met l'attaque en défense et la défense en attaque. Je comprends plus, quoi. On comprend plus. Tout le monde, tous les Stéphanois ne comprennent plus. Il a stabilisé un peu sa défense. C'est vrai que c'est un reproche qu'on lui a fait pendant 6 mois l'année dernière. On a dit oui, mais il est en train de jauger l'effectif, il évalue les joueurs, etc. Donc pendant 6 mois, il y avait un 11 de départ à chaque fois différent. C'était complètement hallucinant. Là, je crois qu'il a voulu stabiliser la défense, mais c'est vrai que au milieu de terrain et devant, c'est quand même beaucoup d'inconstance. C'est vrai que Kevin Monet-Paquet, honnêtement, il n'est pas revenu à son niveau d'avant blessure et ça se comprend à son âge et compte tenu de la gravité de ses blessures. Moi, je l'aime bien, Kevin Monet-Paquet, mais force est de constater qu'il n'est pas au niveau. Et c'est vrai que ne pas mettre Nordin, qui est le mec qui fait la différence, etc., le remettre sur le banc, alors qu'il est jeune, il n'a pas 35 ans, on ne peut pas dire qu'il a besoin de souffler. Ce qu'on peut dire sur Amouma, à la limite, parce qu'il est âgé, il ne peut pas enchaîner trop de matchs, ok, mais Nordin, bien, il est jeune, il a toutes ses jambes. C'est vrai que c'était difficilement compréhensible là-dessus. Tu veux rebondir là-dessus, Alexandre, peut-être, sur ces compos qui changent tout le temps? Les compos changent tout le temps. En même temps, les états de forme changent aussi régulièrement. Parce que Nordin, quand il marque, on se dit tiens, on va le faire jouer. Il va prendre en régularité dans le jeu. Et puis on se rend compte que il passe un peu à travers. Et puis que finalement, une autre solution aurait été meilleure. Aouchiche, c'est pareil. Un bon match. Et puis le coup d'après, il est transparent. On fait rentrer Boudbouz. Puis après, on met Boudbouz titulaire parce qu'il a fait une bonne rentrée. Mais il est transparent. Alors on remet Aouchiche. Et finalement, alors est-ce que c'est parce qu'il y a cette rotation qui sont pas réguliers ou est-ce que c'est parce qu'ils sont pas réguliers qu'il y a cette rotation? Je sais pas. Se poser la question. On aura peut-être. Oui, vas-y Thomas, peut-être pour. Tu as raison, Alexandre. Et d'ailleurs, Aouchiche, dont on sent quand même, à mon avis, lui, c'est un gars, on sent il en a sous le pied. Il a du ballon, il a de la technique. Mais j'ai été terriblement déçu par son entrée face à Strasbourg. Et d'ailleurs, comme tous ceux qui sont rentrés en fin de match, ils n'ont strictement rien apporté sur le terrain. Je commence à avoir de sérieux doutes sur le petit... Rivière. Rivera, pardon. Non, Rivière, c'était une autre époque. Oui, c'était un peu plus vieux.
Je commence. Qui d'ailleurs joue toujours en Italie. Hein, il est toujours actif. Il faudrait peut-être aller le chercher. Peut-être qu'il voudrait terminer à l'AS Saint-Etienne. Allez savoir. Ça serait peut-être une bonne pioche. Non, je voulais bien sûr parler de Rivera, qu'on a vu sur les matchs de préparation. On sentait ça pouvait être notre nouveau Valbuena, un petit peu le petit feu follet, mais qui très clairement ne saisit absolument pas les quelques opportunités que lui donne Puel. Je le trouve extrêmement décevant. J'y crois pas. Moi, Rivera, j'y crois pas. Pour moi, c'est un très bon joueur de Ligue 2, mais pas de Ligue 1. Rivera, j'y crois pas. Après, sur Aouchiche, je crois que Claude Puel a dû le dire en conférence de presse. Je pense qu'il faut qu'il prenne un peu de muscle. C'est-à-dire qu'il a un potentiel technique. Il est génial. Il fait des ouvertures. Franchement, il est très fort. Il a une bonne vision du jeu. Il sent le jeu. Mais par contre, je pense que physiquement, il a besoin encore de prendre un peu du muscle. Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu. Allez, on termine cette première partie, les amis, parce que je suis aussi le gardien du temple sur le temps et le temps passe. On termine avec un pronostic rapide sur ce derby. Allez, on commence par Thomas. Thomas, tu vois quel résultat ? La mort dans l'âme, 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Je suis désolé. C'est moche, Thomas. C'est très très moche. Je ne sais pas si je te réinviterai dans cette émission. Hervé. Moi, je vais rester sur la lignée du dernier match qu'on avait fait sur le match. Je ne sais plus ce que c'était comme match. Ça m'a sorti de la tête. J'avais dit 0-0, il y a eu un 1. Et je vais rester sur un match nul. Mais je pense qu'il y aura des buts cette fois. Alors, je ne sais pas combien, mais je vais rester sur un match nul. Ok. Alexandre. Bon, écoute, moi je vais être optimiste, j'aime pas trop les pronos, mais faut se mouiller. Je vais dire un bon 2-1 pour Saint-Etienne. On n'a pas mis de but depuis très 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 longtemps, c'est le moment. Et puis on va marquer 2 pénaltys. Moi je tiré par tiré par Bonga et Boudbouz. Moi je vois un match nul. Moi je pense qu'un match nul ce serait vraiment pas mal. Un partout ce serait déjà très bien. Allez, c'est terminé pour cette première partie. Je vous propose tout de suite de passer à la deuxième partie d'émission. Et on va parler bien sûr de l'actu du moment. La pression qui s'abat sur les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Allez, deuxième partie de cette émission et on va aborder l'actu du moment. L'actu, ce sont des banderoles, des supporters stéphanois qui sont en colère. Le peuple vert est en colère. Évidemment, je fais un clin d'œil à alexandrepeupleVert.fr. Mais c'est ça, les supporters stéphanois sont très énervés. Ils demandent à ce que Caiazzo et Roland Romeillet s'en aillent du club. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que ce sont plutôt des banderoles qui ciblent la direction plutôt que l'entraîneur ou les joueurs. Hein. On le sent, enfin moi je le ressens comme ça. On va évidemment en parler. C'est très compliqué, bien sûr, quand les résultats ne sont pas là. La pression est forte. Est très forte autour du club d'une façon générale, autour des dirigeants du club. On ne va pas refaire l'histoire de ce club racheté, puis des promesses de vente qui n'aboutissent pas, etc. Pixis et tout. Bon, on va pas refaire tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la séquence actuelle. Est-ce que les dirigeants peuvent tenir dans un contexte où le football français est en train d'être dévalué fortement, on le verra à mon avis dans l'appel d'offres sur les droits télé, ce qui veut dire que l'AS Saint-Etienne aujourd'hui ne vaut pas la même chose qu'il y a quelques années. Voilà, quel est votre regard par rapport à ça ? Est-ce que, allez, je vais commencer par cette première question et on va commencer avec toi Hervé peut-être. Est-ce que tu penses que cette pression qui pèse sur les dirigeants et donc indirectement sur les joueurs et sur le staff, elle aide le club ou elle rend les choses encore plus compliquées ? Elles sont compliquées, on va avoir du mal à se maintenir. Est-ce que cette pression est de nature à booster les performances de l'équipe ou au contraire à paralyser les joueurs ? Écoute, moi je vais te dire un truc simple. Pour moi, les présidents n'ont aucune pression aujourd'hui. À part 2-3 banderoles qui fleurissent, il y a 0 spectateur dans le stade. Donc du coup, il n'y a aucune pression. Il y a quelques années, tu entendais direction d'émission. Aujourd'hui, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien, ils sont dans leur bureau, ils sont chez eux tranquilles. Par contre, moi, j'ai peur que ça monte d'un cran. Et justement, tu sais, les gens, ils savent où ils habitent aussi, les présidents. Donc, il ne faut pas en arriver comme à Marseille ou comme dans d'autres clubs. Mais à un moment donné, il y a des banderoles de tous, hein, des US, des Magic, des Green Angels qui fleurissent un petit peu de partout. Je pense que les joueurs passent devant, mais je ne pense pas que ça a plus d'impact que ça par rapport à quand on est dans le stade et quand on est là. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que dimanche, on verra dimanche. Alexandre, quel est ton regard par rapport à ça ? Est-ce que tu penses que toi, ça aide le club ou au contraire, est-ce que c'est de nature à bloquer un peu les joueurs et le staff ? De toute manière, des supporters pas contents, des banderoles, un compte Twitter qui a l'air d'être un compte Twitter un petit peu
qui va balancer des choses, ou en tout cas qui a l'air d'avoir des informations, ou de vouloir mettre en relief des choses qui sont pas tout à fait, qui sont un peu étranges au club, je suis pas sûr que ce soit de nature à stabiliser le club et à stabiliser les esprits. Maintenant, je pense que les joueurs jouent. Je suis pas sûr qu'ils lisent non plus tout, même si certains sont sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que ça les empêche de marquer des buts non plus, et ça sera pas une excuse, en tout cas pour pas gagner des matchs. Mais il est évident qu'à mon avis, ça déstabilise au club. Ça c'est évident. Alors peut-être qu'un mercato réussi et une victoire dans le derby va calmer un peu les choses momentanément. Thomas, ton regard ? Enfin, il était temps que les supporters se réveillent. Vous avez vu la série qu'on a vécue là, à la fin de l'année 2020 ? Alors, mais les supporters étaient chloroformés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était le confinement, les couvre-feux, je ne sais trop quoi ? Mais c'était juste hallucinant. Donc, il était quand même enfin temps que le thermomètre monte un petit peu là, parce que ça serait l'enfer dans les tribunes là, s'il y avait du monde au stade. Et là, il y aurait la pression. Donc là, il était vraiment temps que ça se réveille un petit peu, que ça s'agite. Je vous le dis, j'ai été un petit peu étonné que ce soit les présidents qui prennent cher. Je m'attendais plutôt à ce que ce soit Puel. Alors, est-ce que justement, les supporters se sont dit, on va plutôt taper sur les présidents, parce que si on tape sur le coach, ça mettra davantage la pression sur l'effectif, sur les joueurs. Est-ce que on peut quand même remarquer que c'est au moment où il y a eu l'affaire Tuilo? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu des informations, qui auront peut-être été un petit peu incitées à faire ce qu'elles ont fait? C'est quand même troublant au niveau du calendrier. En tout cas, tant mieux. Il était vraiment temps que ça bouge un petit peu. Pour toi, ça aide le club, ça aide les joueurs. Bien sûr. Là, il fallait un petit peu secouer tout le monde pour que les dirigeants essayent de sauver la mise sur ce mercato, puisqu'on commence très bien à comprendre que il va pas se passer grand chose au niveau de ce mercato pour des raisons financières, mais on voit bien, on va en parler un petit peu plus tard, avec l'amateurisme hallucinant, lunaire avec lequel sont gérés les dossiers. Alors, le fait important quand même, et ça posera quand même la question de l'avenir de Claude Puel au club, tu l'as évoqué Thomas, c'est le départ de Tullio, l'arrivée de Soukas qui arrive quand même, il faut le préciser, auréolé d'un très grand succès à Toulouse, puisqu'il a porté Toulouse en Ligue 2, et donc il nous montre le chemin à suivre. C'est un peu désespérant quand même, surtout que le projet Claude Puel, et tu en parlais tout à l'heure Alexandre, le projet de Claude Puel s'inscrit, on connaît son projet, mais s'inscrit dans la durée, et dans son projet il y avait Tullio. Et donc là très clairement, je pense que Romeyer, alors moi je ne suis pas dans les coulisses du club, mais on le comprend comme ça, et puis on a vu les indiscrétions de journalistes, etc. Romeyer a fait un acte d'autorité en disant voilà, lui il s'en va, je reprends la main. Donc il a repris les choses en main avec des interviews remarquables, on en parlera tout à l'heure, accordées à la télévision égyptienne. Moi je suis super inquiet, je vous dis les choses comme je le pense, je suis super inquiet, je ne sais pas comment on sort de ce truc là, et moi je ne suis pas sûr que Claude Puel ait envie de partir une saison de plus avec l'AS Saint-Etienne, parce que c'est un club qui est ingérable, parce que Roland Romeyer ne peut pas s'empêcher de mettre son nez partout. Alors en même temps il est propriétaire du club, il est copropriétaire du club, ok, mais il met son nez partout. D'ailleurs tu faisais référence à un compte Twitter qui a balancé la composition du conseil d'administration, du directoire, je ne sais plus, où effectivement ça n'est que des proches de Romeyer, donc on voit bien que c'est lui qui a la main sur tout, et il ne peut pas prendre du recul. Au départ, on se souvient que quand Claude Puel est arrivé, il avait dit mais moi je vais prendre du recul, je confie la responsabilité sportive du club administratif, d'ailleurs il va rentrer aussi au conseil d'administration, etc. Tout ça, ça tombe à plat, il a repris la main, et je crois que c'est ce qui est à l'origine de la colère des supporters aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Oui, surtout qu'il avait dit il y a pas si vieux que ça, il doit y avoir 2 ans ou 3 ans, même pas 2 ans, ouais. Il avait dit mon siège est libre, le premier qui rachète le club, il s'assoit à ma place. Et ben aujourd'hui, on voit bien que c'est tout le contraire de ce qu'il a dit en fait. Après, on peut pas lui reprocher tout et n'importe quoi. Il aime le club. Pour moi, c'est un supporter avant tout. C'est un supporter du club. Il a amené l'argent, il est venu, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut passer la main et trouver quelque chose de sérieux. Alors, j'ai vu Cayazo qui est parti en Arabie Saoudite au mois de novembre, ou j'ai vu quoi, octobre. Pourquoi faire? On ne sait pas, on n'a pas d'infos. Donc peut-être qu'Alexandre a des infos. Arabie Saoudite, je crois que c'était aux Émirats Arabes Unis, non, je ne sais plus. Non, c'était à Dubaï, je sais pas. Ouais. Bah, écoute, il est parti là-bas, d'après les infos que j'ai pu avoir, il est parti là-bas d'abord pour nouer des relations, pour essayer de développer l'image ASSE là-bas. En définitive, je pense pas que ce soit pour récupérer
des joueurs qataris. Hein. S'ils étaient extraordinaires, on le saurait. Simplement, je pense que clairement, c'est mettre un petit pied au Qatar et expliquer qu'on existe, expliquer ce qu'est la S Saint-Etienne en France, ce que ça représente, et puis dire que si quelqu'un avait quelques bifetons à mettre en France, à Saint-Etienne, ce serait pas mal. Ce que j'avais cru comprendre, moi, c'est qu'il recherchait un actionnaire minoritaire, c'est-à-dire qu'il voulait quelqu'un qui injecte de l'argent dans le club, mais tout en gardant le contrôle du club. Je pense que c'est un scénario hautement improbable, c'est-à-dire que je vois très... Mais ça n'existe pas aujourd'hui, ça existe de mettre 30 millions ou 40 millions sur la table pour prendre 20% du club ou je sais pas combien. C'est soit il y a quelqu'un qui rachète, effectivement, soit il se passera rien. Alors, moi, j'ai quand même un regard par rapport à ça j'en ai dit un mot, mais qui contextualise un peu le truc. C'est-à-dire que c'est vrai, Hervé, qu'ils ont sauvé le club à un moment donné. Leur mise de départ n'était pas extraordinairement élevée. Le club a quand même fait leur fortune. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire que je ne sais pas combien il sera vendu, ce club, mais Aujourd'hui, Flavien, moi j'ai vu j'ai lu les journaux, j'ai lu Internet. Aujourd'hui, c'est un économiste qui a parlé. Il a dit le club de l'AS Saint-Etienne vaut 50 millions. Mais il n'a pas mis 50 millions sur la table. C'est-à-dire que d'abord, je pense. C'est beau. Comment tu trouves c'est beau. 50 millions, c'est beau. Hein. Mais à un moment donné, ils en voulaient 100 millions. Hein. Mais c'était délirant, ça vaut pas ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que même à 50 millions, franchement, pour lui, c'est plus que ce qu'il a mis sur la table. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà du prix de vente du club, il y a aussi derrière des rentes de situation. C'est-à-dire qu'il y a des revenus qui sont tirés du club par tout l'entourage, par différentes filiales, etc., qui font que c'est compliqué pour eux de vendre. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu dos au mur, c'est-à-dire qu'ils ont vendu de gros actifs du club, c'est-à-dire Fofana et Saliba. Ils les ont vendus pour pouvoir continuer à payer les salaires pour éviter la cessation de paiement, que du coup la valeur du club elle dépend aussi de la valeur de l'effectif et que ça rentre en ligne de compte et qu'aujourd'hui le club de l'AS Saint-Etienne début d'année 2021 est certainement moins élevé qu'au début 2020 et encore moins qu'en 2019 et que donc du coup on a un actif joueur qui a baissé puisqu'on a moins de joueurs bankable comme on dit et que le contexte fait que le foot français est dans une crise invraisemblable, il y aura certainement des dépôts de bilan de clubs de Ligue 1 et qu'aujourd'hui la Ligue 1 ne vaut plus le milliard d'euros et que donc du coup les clubs ne valent plus ce qu'ils valaient il y a quelques temps. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je sais simplement c'est que s'il y a quelqu'un qui a envie de racheter le club, je pense que c'est le bon moment. Alors je ne sais pas si on aura un investisseur, mais c'est pas impossible que ça bouge parce que la pression elle est très forte. Encore faut-il trouver cet investisseur. Si on se retrouve avec un investisseur chinois, c'est la cata. Hein. Tous les clubs qui ont été rachetés par les Chinois, ça a été la catastrophe. Sochaux, Grenoble, terrible. Les investisseurs américains, regardez ce qui se passe à Marseille. Des banderoles, ils en ont aussi. Et la défaite face à Lens, si vous regardez un peu les réseaux sociaux, les supporters qui prennent la parole, ils en peuvent plus de McCourt, du président, etc. Ils veulent tout virer. Donc je suis pas sûr non plus qu'on gagne au change. C'est ça que je veux dire. Et à Bordeaux pareil, avec les amis. Donc voilà, c'est qui pourrait racheter le club. Thomas, tu veux dire un truc? Ouais, un mot sur une banderole en particulier qui m'a interpellé plus que les autres. C'est celle qui, alors je ne me souviens plus du texte exact, mais c'est celle en gros qui disent RR, des initiales ne suffisent pas à être un grand président, un truc comme ça. Roland Romeillet, Roger Rocher évidemment. Hein, bon, c'est pas utile de le préciser, mais je le dis quand même. J'ai trouvé que c'était un peu dur. Je pense que Roland, l'un de vous vient de le dire, c'est un supporter du club. Bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit tout lui pardonner, mais j'ai trouvé que c'était un peu dur. Après, c'est mon appréciation, elle est subjective, donc je vais dire après, c'est pas ça qui compte. Mais objectivement, j'ai envie de dire aux supporters qui ont écrit cette banderole, objectivement, laissez Roger Rocher là où il est. Voilà, on ne sait pas quel regard il porterait sur la situation actuelle, sur le bonhomme. Donc voilà, j'ai trouvé que ne serait-ce que par respect pour Roger Rocher, ne le mêlons pas à ce genre de banderole. Peut-être pour Roger Rocher, mais voilà, Romeillet, franchement, moi je connais pas du tout, hein, je l'ai jamais rencontré, mais franchement, Ekayazo, franchement, comment il gère ce club. Encore une fois, on est parti sur un nouveau projet où on confie les clés du camion, mais de tout le camion, à Claude Puel et à son staff. Il débarque Tullio, mais enfin, je veux dire, moi je suis Claude Puel. Là, il dit rien Claude Puel parce que je pense que c'est un professionnel et qui sait que son équipe est en difficulté et qui veut pas en rajouter. Mais moi, je suis sûr que Claude Puel, il est fou de rage et que le contrat de confiance, le deal initial, il est rompu aujourd'hui. Comment peut-il avoir encore confiance en Roland Romeillet? On n'en a pas parlé, mais
si Jean-Louis Gasset est parti, c'est officiellement parce que sa maman était très fatiguée à Toulouse. Enfin, maintenant, il est l'entraîneur de Bordeaux. À Montpellier, pardon. Maintenant, il est l'entraîneur de Bordeaux. Moi, je crois qu'il n'en pouvait plus de Roland Romeillet. C'est ça, la réalité. C'est que je pense que travailler avec Roland Romeillet, qui au quotidien est très interventionniste, je ne suis pas sûr qu'il y ait des entraîneurs qui ont envie de ça aujourd'hui. Hein. C'est un vrai sujet. Hein. Oui. D'un autre côté, bon, Gasset était certainement fatigué. Moi, je veux bien le croire, lui-même déjà. Et quand il est parti, il était, bon, ça se voyait même sur lui, il était certainement rincé par la gestion ou l'ingérence de Roland Romeillet au quotidien, rincé aussi de devoir faire les mercatos à côté de David Ventier, qui était le meilleur vendeur de joueurs de France à cette époque, puisqu'il n'en achetait plus. En tout cas, il n'avait plus de relations pour les faire venir, mais il les faisait surtout partir, et ceux qu'il avait recrutés lui-même. Ce que je comprends moins bien, c'est que connaissant ce contexte où Roland Romeillet est omniprésent, pourquoi Ghislain Printemps est resté, si ce n'est signer un contrat, savoir qu'il allait peut-être partir assez rapidement et récupérer 3 ans de salaire. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que pour Ghislain Printemps, l'éternel numéro 2, où il avait entraîné un petit peu à Bastia, je crois, pendant quelques mois, pour lui, prendre les clés, devenir l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, c'était quelque chose qu'il pouvait difficilement refuser, en fait. Je pense qu'il était au courant. Enfin, il savait, parce qu'il a vécu de l'intérieur, que ça allait être compliqué, mais quand on te propose de devenir l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne et que tu es un entraîneur plutôt de l'ombre, un adjoint, je pense que c'est difficile de refuser. Voilà, mais je ne sais plus combien, il faudrait qu'on fasse le calcul, mais à part Galtier qui a fait preuve d'une résistance hors norme, je ne sais pas combien on a vu passer d'entraîneurs, hein, parce que si on les met tous bout à bout, c'est quand même assez hallucinant. Et tu parles de Galtier qui a fait une résistance hors norme et qui demandait des moyens tous les ans, il n'avait rien. Et il s'est débrouillé avec ce qu'il avait. Ouais, alors il avait quand même Aubameyang, il a eu Ruffier, il a eu quand même quelques recrues qui tenaient la route à un moment donné. Thomas, tu veux dire un truc ? Et le jour où Galtier part, après avoir demandé pendant des années des moyens, le jour où il part, on fait un super mercato avec beaucoup de moyens. Je ne sais pas comment Galtier a dû appréhender la chose. Mais souvenez-vous, en fait, Cayazo et Romeillet, depuis le début de leur aventure à Saint-Etienne, on parlait au début sans arrêt dans les médias sportifs de cette direction bicéphale. Souvenez-vous, c'était la formule consacrée. Au début, ils se tiraient sans arrêt la bourre. Et ils ont fini par trouver une sorte de terrain d'entente où il y en a un qui est affecté à certaines missions et l'autre à d'autres missions de façon à ce qu'ils ne viennent pas trop se télescoper, mais ça reste un grand coup dans le zig, un coup dans le zag. Et effectivement, c'est juste hallucinant de voir qu'il y a encore 6 mois, on donne les clés du camion total à Puel. C'était une de ses conditions à sa venue, hein, avoir les clés du camion. Donc oui, on peut vraiment présager que Puel, qui n'est pas l'homme, on sent que c'est pas le type du bonhomme à se barrer comme ça en faisant un bras d'honneur en cours de saison parce qu'il a de l'amour propre, je pense, pour ses joueurs, pour le public, mais il va certainement partir l'été prochain, bien sûr. Et donc on peut pas filer les clés du camion de manière hallucinante, extrême, on l'a dit, on s'en a inquiété. Et 6 mois, un grand coup de pied dans les fonds fondation du truc, c'est pas possible. C'est compliqué. Après, comme tu le dis, la direction bicéphale, c'est Roland Romeillet au quotidien et puis Bernard Cayazo dans les strates parisiennes à la Ligue, etc. Mais ça, je crois que les supporters ne le supportent plus. On va peut-être, sauf si vous avez encore un mot à rajouter par rapport à cette crise, je pense qu'on va vivre une fin de saison très difficile par rapport à ça. Au-delà des résultats, je pense que ça va être très tendu. Et avant de parler du mercato dans la 3e et dernière partie de cette émission, direction d'émission, oui ou non ? Alexandre. Pour qui ? Point d'interrogation. Ça dépend. Pas pour des Chinois. Donc, direction d'émission. Attention, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va récupérer. En tout cas, double présidence qui a fait son temps. Donc, à mon avis, il ne doit en rester qu'un. Merci. Hervé ? Oui. Bon. Oui. Moi, direction d'émission, oui, mais je rejoins un peu Alexandre, pas n'importe qui. Mais voilà, c'est toujours le point d'interrogation. Donc du coup, c'est bien de gueuler direction d'émission, mais derrière, il faut savoir là où on va et ce qu'on va avoir. Après, il y a un Desjoyaux qui était prêt à reprendre le club il y a quelques années. Et ben voilà, monsieur Desjoyaux, on fait appel à vous maintenant. On ira se baigner comme ça. Thomas, direction d'émission ? Non, je vais essayer justement pour retrouver un peu le pivot à ce que vous venez de dire.
Non, parce que mon Roland Romeyer, moi je l'adore. Je l'adore avec ses chemises, les boutons là défaits, les poils qui sortent, ses lunettes de sicilien, de napolitain fumé. Non, non, Roland, Saint-Étienne, on n'est pas un club comme les autres, donc il ne nous faut pas un président comme les autres. Ouais. Roland, après, en fait, direction d'émission, c'est impropre, c'est-à-dire que ils ne démissionneront pas, ils sont propriétaires du club. Donc en fait, le vrai truc, c'est vendre le club, quoi. En fait, c'est ça, parce qu'ils ne démissionneront pas. Claude Puel peut démissionner puisque c'est un salarié du club. Quand on est propriétaire d'une entreprise, on ne démissionne pas de son entreprise. Soit on la vend, soit on reste. Donc voilà, je sais pas si on trouvera un jour un repreneur. On verra. En tout cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être tendu et que l'ambiance va être lourde du côté de Geoffroy Guichard. Et peut-être pour terminer, c'est que si on avait le public au stade, je pense que ce serait très très compliqué. Ce serait encore plus compliqué, comme tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, avec des broncas à chaque match. Je pense que là, pour le coup, les joueurs, et notamment les jeunes, ils auraient du mal certainement à supporter cette pression. Allez, on enchaîne avec la troisième et dernière partie de cette émission, le mercato. Mais ça va aller vite du coup, parce que le mercato, il se passe rien, ou presque. Allez, on continue. Allez, troisième et dernière partie de l'émission, le mercato, le dossier. On va commencer par celui-là, c'est le dossier chaud, celui dont on parle, un espèce de feuilleton qui a démarré maintenant il y a plusieurs semaines. Mostafa Mohamed, l'attaquant de 23 ans égyptien, joueur du Zamalek, qui est sur le point de signer à Saint-Étienne. Il n'y a plus que des détails à régler, c'est ce qu'on lit de partout, on est au courant de tout. Et du coup, pour accélérer le processus, Roland Romeyer a pris les choses en main. Oui, il les a prises en main, vous avez certainement eu l'occasion de voir cette interview exceptionnelle de Roland Romeyer à la télévision égyptienne. C'était plutôt pas mal, il y avait des trucs intéressants, mais c'est Roland Romeyer, Thomas, c'est le président que tu souhaites, c'est ton président préféré, Thomas. Tu l'as trouvé comment sur ce coup-là ? Du grand Roland, du très grand Roland. Mais c'est lunaire ce qu'on a vu là, mais moi je me pinçais. Déjà, j'ai l'image, la vidéo était sur YouTube. On voit cette présentation sur cette vidéo sur la télévision égyptienne. Au début, j'ai cru un canular. Je me suis dit, c'est un deepfake. Il est où, Roland? Et puis, on aperçoit Roland en incrustation en duplex. Et là, c'est totalement lunaire. Là, jamais l'expression marchand de tapis n'a trouvé plus belle illustration. On a eu un marchand de tapis qui prenait le club de Zamalek pour un souk. Quel respect! Quel respect! C'est normal. Bonne traduction ou pas, mais quel manque de respect, quel mépris! Et qui en plus, avec tout à l'heure, je parlais de ces lunettes fumées, là, qui se met à les menacer en leur demandant d'obtempérer dans un délai de 48 heures. Et là, j'ai cru que je lisais un polar. Je parlais de Naples, de Sicile, mais c'était ça. Incroyable. Et le pire, c'est qu'il a manqué de chuchote. Il a cru, sortir les biscottos. Il pensait qu'en sortant la calage comme ça, le lance-flamme, ça allait fonctionner. Mais pas du tout. Pas du tout. Il s'est tiré 2 balles dans le pied, il s'est mis la pression lui-même, parce que il les a tellement impressionnés, ses interlocuteurs, qu'au bout de 48 heures, bien évidemment, ils n'ont pas levé le petit doigt. Donc mon Roland s'est retrouvé comme un imbécile. Et aujourd'hui, il a une pression mais énorme, parce que si ce transfert ne se fait pas, tout le monde considérera que c'est de sa faute. Ah oui, ça c'est sûr. Tout simplement. Ça, c'est sûr. Il est passé pour un rigolo. Et quand on nous parle aujourd'hui de l'institution, alors je sais que tu en as parlé dans un précédent carton rouge, tu n'aimes pas cette expression, Flavien, et tu as raison. Tu as raison de ne pas l'aimer, mais c'est aussi un concept qu'emploient les deux coprésidents. Mais là, Roland, il s'est mis au-dessus de l'institution. Moi, j'ai eu honte. J'ai eu un petit peu honte, même si, voilà, le personnage romanesque, c'était du Roland Romeyer. Je vais balancer les noms, mais c'est incroyable. C'est sidérant. Alexandre, cette interview, tu es sur la même ligne que Thomas ? Ouais, en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, ça me fait toujours rire, hein. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est parce que c'est pas drôle au final, hein. Parce que Zamalek, c'est le Chelsea d'Afrique. Zamalek, c'est un énorme club, c'est le Barcelone en Afrique. Je veux dire, ils étaient finalistes de la Ligue des Champions africaine. Donc, je veux dire, c'est Zamalek. C'est quand même, c'est hyper respectable. Et ils ont vu arriver mon Roland, qui leur explique que, en effet, ils gèrent un peu à l'africaine leur truc, quoi. Non mais attends, Roland, tu peux pas dire ça. Mais c'est Roland Romeyer tel qu'il est. Il aboie, il mord pas, mais il aboie beaucoup. Et puis à un moment donné, il se retrouve comme un con parce qu'il se rend compte qu'il peut en effet pas mordre. Et il a aboyé. Et là, derrière lui, il y a tout un club qui passe pour un con. Alors sur le coup, tout ce qu'il a dit, il a raison dans le fond.
mais c'est la première fois de ma vie que je vois un président dérouler les bonus, la durée pour la signature du joueur, il déroule tout. Je veux dire, il lisait le contrat du mec en direct. Il lisait le contrat du mec. C'est juste hallucinant. Et derrière, en effet, la menace. Alors, la menace, oui, il visait tous ceux qui tournent autour des joueurs et qui récupèrent quelques milliers d'euros parce qu'ils se disent, oh là là, il y a les Européens qui arrivent, faut choper des... Ça se passe en Amérique du Sud, ça se passe en Afrique, ça se passe en France, ça se passe partout dans le monde. Ça se passait beaucoup à Saint-Étienne à une période, voilà. Mais si vous voulez, là, je veux dire, si on voulait faire capoter le seul deal à peu près intéressant dans le monde pour un attaquant à la... Comment dire à la mesure de Saint-Étienne, il ne fallait pas faire mieux que ça. Hervé, quand même. on est tous sur la même longueur d'onde. Alors au final, est-ce que ça va se faire ou pas, Mostafa Mohamed? C'est encore, ça bouge encore le truc, ça discute encore apparemment. C'est pas complètement mort. Oui, ça va se faire. C'est bien ça. Moi, Non, c'est pas une info. Attention, c'est ton pronostic. Je vais me prendre c'est mon prono. Ça va se faire, je pense, parce que je sais, ça c'est sûr, qu'il travaille toujours. Je sais aussi que le joueur n'a jamais, sur Instagram, il a envoyé un message à je sais pas qui, un ancien joueur, où il a dit que oui, il se rangeait. Non, c'est de la com. Le joueur veut partir à Saint-Étienne, il veut pas aller en Turquie. Le club travaille toujours. Buzyn rattrape les conneries de Roland en ce moment en Égypte, avec les Égyptiens. Et en tout cas, tout est fait pour que ça se fasse. Bonne nouvelle. Mais ils ne payeront pas 5 Bonne millions nouvelle. d'un coup. Je crois qu'on ne les a pas, donc au moins c'est réglé. Mais voilà, c'est ça, le truc, c'est que c'est réglé. Mais je pense qu'effectivement, Mostafa Mohamed veut vraiment jouer en Europe. C'est son projet. Thomas, tu penses que ça va se faire, toi aussi? Moi, il y a quelque chose qui me chagrine, qui me gêne un petit peu maintenant. C'est comme tu l'as dit, Alexandre. Il y a notre Roro forésien, il a lu le contrat en direct sur le web mondial. Hein. Et donc aujourd'hui, toute la planète du foot connaît les conditions qui permettraient potentiellement d'aller chercher cette prétendue pépite. Et j'ai quand même l'impression que ça se bouscule pas de trop, quoi. Hein. Donc très clairement aujourd'hui, le club égyptien joue un petit peu la montre et à mon avis, en se disant, il y a peut-être quelqu'un qui va venir surenchérir. Or, à ce jour, ça se bouscule pas. Donc, je pense que si ce gars était le joyau dont on espère qu'il l'est à Saint-Étienne, ça se bousculerait peut-être un petit peu plus au portillon. Et puis, quand même, on comprend aussi sur l'aspect financier. On sait, merci Roland, que ce joueur coûte 5 millions. On sait qu'ils veulent payer en 2 temps, donc 2,5 millions d'euros maintenant et puis 2,5 plus tard. Or, 2,5 millions d'euros, c'est justement la somme qui est économisée grâce au fait qu'on ait foutu un pied dans les fesses à notre ami Ruffier. Donc aujourd'hui, la petite marge de manœuvre pour l'ASS dans ce recrutement, c'est l'économie qui est faite sur le salaire de Ruffier pendant les 6 prochains mois. C'est quand même rudement symbolique. C'est vrai, tu as raison. Hervé, tu penses que ça va se faire, toi ? Ouais, j'aimerais bien que ça se fasse. Après qu'on ait un vrai attaquant à la pointe de l'équipe, ça serait pas mal. Mais bon, on verra. Après, on ne sait pas. On n'est pas dans les petits papiers du club. Et comme il dit Alexandre, il va falloir rattraper les conneries de Roro. Donc voilà. Après, moi, ce qui m'a déçu, on parle de mercato, c'est Saliba, qui ne veut pas revenir au club. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous direz votre avis. Mais donc moi, ça sent pas bon parce que du coup, si Saliba a des craintes pour revenir à Saint-Étienne, ça veut dire qu'il sent déjà que c'est pas bon, quoi. Donc au fond de lui-même, il a envie de revenir parce qu'il l'a dit sur des tweets, il l'a dit partout. Et du coup, dernière minute, il choisit Nice. Expliquez-moi, quoi. Expliquez-moi. J'ai pas l'explication. Je pense qu'il avait pas envie de jouer le maintien, surtout parce qu'il faut qu'il se montre. Ouais. Parce que ce qui m'a été rapporté, en fait, alors ça, je sais pas en effet si c'est vraiment le joueur qui l'a dit, c'est que Nice plutôt que Saint-Étienne, à condition d'abord égale a priori. Et Saint-Étienne était prêt à faire un très gros effort aussi au niveau du salaire. Voilà, donc il savait que Saliba c'était une valeur sûre. Simplement, Saliba aurait eu peur, je dis bien aurait eu peur d'un retour et d'un retour raté à Saint-Étienne et n'aurait pas voulu prendre le risque d'un retour raté à Saint-Étienne et plutôt aller à Nice. Je pense qu'il y a un petit peu plus que ça. Ouais. Il y a le fait que Saint-Étienne n'est plus tout à fait le club qui va lui permettre de gagner sa place demain à Arsenal. Je pense que c'est ça. Je pense qu'effectivement, ce sont les résultats sportifs et le jeu de l'AS Saint-Étienne. Et puis, n'oublions pas non plus que
Saliba, il a des contacts au sein du club. C'est-à-dire que Saliba, il sait exactement quelle est l'ambiance dans le vestiaire actuellement, parce qu'il a encore ses camarades il les connaît tous, hein, les joueurs, et donc il a dû passer des coups de fil. Et donc s'il a fait le choix de Saint-Etienne, moi je crois que c'est un choix qui est éminemment révélateur, effectivement, de la défiance aujourd'hui qu'inspire ce club, ou en tout cas de l'inquiétude qu'elle inspire. Je pense que l'ambiance dans le vestiaire n'est pas bonne du tout, hein. C'est-à-dire que la façon, c'est un autre sujet, on parle du mercato là, mais je pense que l'affaire Ruffier laisse des traces, parce que Ruffier il avait aussi des alliés dans le vestiaire, et que tout ça, ça compte. Et là pour le coup c'est la responsabilité de Claude Puel. Claude Puel qui, et on clôturera sur la partie attaquant, on parlera peut-être de Todibo un petit peu et des autres dossiers éventuels de la Saint-Etienne, je crois qu'on n'en aura pas beaucoup d'autres, mais Claude Puel qui est quand même à l'origine du départ de Robert Berić, qui n'était pas l'attaquant du siècle, hein, c'était pas Lionel Messi, on est d'accord, mais qui, Robert Berić, mettait, en étant titulaire, avait un potentiel de 8 à 10 ou 12 buts par saison. On avait un attaquant, on l'a donné aux Chicago Fires, qui sont très contents d'ailleurs, mais c'est Claude Puel qui est responsable de ça, hein. On parle beaucoup de la direction, mais Claude Puel, il a quand même aussi une responsabilité de certains choix qu'on paye aujourd'hui, parce que Robert Berić, il n'avait pas demandé à partir. Et Charlaby, c'est un peu comme Rivera, même s'il a trouvé le chemin défilé, pour l'instant Charlaby, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui a confirmé les espoirs qu'on mettait en lui. Crasso de son côté, Crasso il est sympathique, mais j'y crois pas du tout. Voilà, c'est un bon joueur peut-être de Ligue 2. Nous, Saint-Etienne, c'est toi qui l'avais dit, Thomas, quand on croise un mec qui sort un peu du lot en Coupe de France contre une équipe de nationale où voilà, on se dit voilà, une pépite, et puis on l'achète. Alors bon, j'ai rien contre lui, hein, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un attaquant titulaire de Ligue 1. Les autres dossiers, Todibo, oui, non, possible, 200 000 € par mois, je crois, de salaire, ça me paraît impossible, ça. Ça paraît gros. Ce serait bien. Bon, c'était ce qu'ils voulaient mettre sur Saliba en Ah oui, c'était prêt à faire ça. Ouais. Ah bon, mais il touche combien à Arsenal, Saliba? On connaît son salaire, c'est ce niveau-là à peu près? Non, je crois qu'il doit être autour de 250 000 et Nice va lui donner ça. Et, enfin, voilà. Donc, je pense que ça, c'est jouable puisque c'était prévu pour Saliba. Et du coup, ce gars de Barcelone, ça vaut quoi là? Vous savez, vous êtes renseigné? Moi, je ne suis pas renseigné. Apparemment, c'est un bon joueur. Apparemment, c'est un bon joueur. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu jouer, je l'ai vu une ou deux fois, mais difficile de porter un jugement. Mais je pense que c'est typiquement le type de joueur qui n'aura pas envie de venir à Saint-Étienne. Enfin, Saint-Étienne fait rêver qui aujourd'hui? À la fois dans la situation sportive et dans l'extra-sportif, qui a envie de venir jouer à Saint-Étienne? Je veux dire, moi, je connais quelqu'un qui a envie de venir, il habite en Auvergne. Il s'entraîne depuis des semaines et il s'appelle Flavien Nevy. Il a posé sa candidature. Moi, je peux vous dire que les pénaltys, je les ratais pas en fait. Du coup, ça, on peut le dire et je prends pas de risque en disant ça. Non, mais personne n'a envie de venir à la Saint-Etienne aujourd'hui. Donc, quelqu'un comme Todibo qui a un beau potentiel, le mec, même s'il n'était pas titulaire à Barcelone, même s'il galère un peu aujourd'hui, on lui dit t'as un beau projet sportif à Saint-Étienne. Personne n'a envie de venir, quoi. T'imagines si on descend à la fin de saison, le mec, même s'il est prêté 6 mois, il repart dans son club avec une relégation à son actif. Personne n'a envie de ça. Donc on n'aura pas d'autres joueurs en fait, si on fait le tour. Vous avez des rumeurs, des infos, des trucs qui ont circulé? Rien du tout en fait. À mon avis, il y aura peut-être des paris, comme on l'a fait avec Neyou. Je vous avais expliqué que Claude Puel, c'est le Valérie Damido de l'ASS. Il fait du home staging et dans l'opération décoration à moindre frais, on a vu sortir le nom de Parfait Bizosa, un Norvégio-Burundais de 21 ans qui joue dans un club en Norvège dont je me garderai bien de vous dire le nom, tant il est pour nous imprononçable. Voilà, à mon avis, c'est des gars comme ça qu'on va pouvoir recruter, hein, des paris, des gars qu'on va payer pour 500 000 €, enfin je crains que ça soit... Je pense qu'aujourd'hui, il vaut 10 fois plus. Pour le coup, je suis sûr que Neyou, il vaut 4 à 5 millions d'euros aujourd'hui déjà. Donc il y a quand même des paris gagnants. Hein. Tout à fait, je suis d'accord. Et la fin c'est le 2 février, je crois. Peut-être un mot, puisque le mercato est triste, et donc on va suivre le dossier Mostafa Mohamed. C'est vraiment le seul dossier qui est très intéressant. Quand même, j'ai envie de vous entendre, moi, sur le recrutement du gardien, qui s'appelle Sall, je crois, non, je ne dis pas une bêtise. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça étrange. C'est-à-dire que, bon, on a Bajic, on a Green. Pourquoi on va recruter un gardien comme ça? Moi, ce que je comprends, alors peut-être que je me trompe, enfin c'est une analyse un peu personnelle, mais ça veut dire que Claude Puel ne compte pas sur Bajic, en fait, non? Comment vous l'interprétez, ce truc-là? Non, c'est pas ça, Fabien. C'est pas ça, Fabien. En fait, c'est que Jessie finit la saison dans les buts.
Après, c'est fini, fin de carrière, il arrête ou il sera au club ou voilà. Et derrière, il met Basic et justement ce nouveau gardien en numéro 2. Et s'il aime bien le nouveau gardien, il le mettra en numéro 1. Je crois qu'il fait de Basic un titulaire en puissance l'année prochaine. Il va faire la concurrence entre les deux gardiens. Alexandre, comment tu l'analyses ce recrutement ? On pourrait en effet imaginer ça. Et puis, en tout cas, Moulin va terminer la saison et ne rejouera plus dans les cages de l'AS Saint-Étienne. Ça, je pense que c'est une certitude. Peut-être qu'il repasserait numéro 2 pour finir. Il renégocierait peut-être une année. Parce qu'il est en fin de contrat, là. Bon, bref. Non, mais il cherchait, je crois, à prolonger. Alors, je ne sais pas si c'est au mois de juin qu'il est en fin de contrat ou dans un an. C'est plutôt dans un an. Dans ces cas-là, on cherchera un an et demi de contrat. Voilà. Mais l'idée, c'était peut-être de diviser par 2 son contrat en termes de salaire pour pas que ça coûte plus cher à Saint-Étienne, mais que ça dure plus longtemps. Voilà. Mais bon, ça, il n'y a rien de fait. Après, les deux jeunes, Bajic n'a pas convaincu en équipe réserve. Ça, c'est une certitude. Il n'a pas fait forcément de très bons matchs avec l'équipe réserve. Bajic ne joue pas depuis des mois et des mois. Il ne joue pas en équipe réserve. Il fait que des entraînements. La solution, ce serait quand même un prêt pour Bajic. Et je veux bien croire que Bajic puisse être prêté, mais à qui et quand ? Parce que là, sur ce mercato, je ne vois pas de club qui cherche un gardien en Ligue 2 ou en National. Et je pense que Bajic a surtout besoin de jouer. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse tout de suite jouer en Ligue 1, même dans 6 mois. Donc voilà, moi, c'est ça un peu le problème. Je sens plutôt arriver un recrutement de gardiens un peu plus aguerri au mois de juin. Et puis, parmi ce trio de jeunes, il n'en restera que 2 pour faire un trio de gardiens. Thomas, toi, le recrutement de ce gardien, tu le vois comment ? Je souhaite et j'espère, comme Alexandre, un recrutement de gardien au mois de juin, parce que sinon, ce choix, pour moi, je ne le comprends pas. Effectivement, il nous faut un 3e gardien avec le départ de Ruffier et la fin de carrière programmée de Moulin. Mais en tout cas, si on reste sur cette triplette-là, on se retrouve à quelques mois après avec un gardien de 17, 18 et 19 ans. Si je me trompe, ça ne doit pas être de beaucoup. C'est quand même un trio étonnant pour s'embarquer dans une nouvelle saison. Je pense qu'on aura peut-être besoin de repartir avec un gardien un petit peu plus capé. Voilà. Et par rapport à, je suis désolé, je reviens sur l'Égyptien, si on continue notre descente aux enfers jusqu'à la fin du mercato, à la fin du mois de janvier, peut-être que ça va finir par toucher son enthousiasme. Parce que si le gars, il sent venir le spectre de la Ligue 2, peut-être qu'il n'aura plus tellement envie de venir chez nous, sauf à verrouiller son contrat avec une jolie clause en cas de... c'est possible. Mais il a très envie de jouer en Europe, c'est son rêve. Il a dit, mon rêve, c'est de jouer en Europe et en Première Ligue. Donc il voit l'AS Saint-Étienne comme étant un tremplin potentiel pour progresser. Donc je sais pas, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il reste une dizaine de jours pour ce mercato. On n'attend pas des miracles. La seule bonne nouvelle, ce serait effectivement le recrutement de Mostafa Mohamed, dont on a bien besoin devant. On verra ce qui se passe. Allez, pour terminer cette émission, il va falloir distribuer les cartons. Ah oui, il va falloir sortir les cartons. Les cartons verts et les cartons rouges. Le carton vert, c'est le coup de cœur. Le carton rouge, c'est l'expulsion. C'est comme ça que ça marche sur la chaîne. Et je vais vous demander à chacun donc votre carton vert. Allez, on va commencer par le vert. Thomas, quel est ton carton vert ? J'ai pas de carton vert, Flavien, dans le contexte actuel, et ça a failli être mon carton rouge. Te donner un carton rouge à toi pour avoir osé, là, maintenant, nous demander un carton vert. Tu vois du positif. Je vais te le dire, moi je l'ai en réserve. Je l'ai sous le coude, mon carton vert, monsieur. Oui, parfaitement. Allez, Hervé, ton carton vert, Hervé, tu en as un, toi, c'est sûr. Oui, non, je vais contredire comme on fait sur chaque mag maintenant. Thomas, on n'est pas toujours d'accord. C'est bon, c'est ça qui fait le charme de la chaîne. Non, mon carton vert, moi, c'est il y a quand même des espoirs, il y a quand même un peu de trucs à Saint-Étienne, et pour moi, ça serait Gourdin. Très bien. Alexandre. Bon, écoute, mon carton vert, il est collectif. Ça va être la jeunesse enthousiaste de l'AS Saint-Étienne et le fait qu'il faut croire en l'avenir avec certains jeunes. Ouais, je suis bien d'accord. Le carton vert, ça peut être que les jeunes, ça peut être que
c'est notre espoir en fait. C'est-à-dire qu'on les voit, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont plutôt bons, il y a du talent, il y en a qui déçoivent, mais il y en a aussi qui surprennent agréablement. Moi, mon carton vert, j'hésitais effectivement avec Gourna parce que je l'aime bien. En live, je l'ai appelé mon petit loulou. Je lui ai dit allez, vas-y, mon petit loulou, je l'aime bien, mon petit Gourna. Mais je vais mettre un carton vert à Sceaux parce que voilà, dans la foulée de Fofana et de Saliba, je trouve qu'il a fait des matchs intéressants défensivement. Bien sûr, il a besoin de s'aguerrir, mais je le trouve intéressant. Voilà, donc il fait partie de ces jeunes, on pourrait en citer d'autres, hein, mais qui ont un beau potentiel et qui représentent quand même l'avenir du club. Allez, les cartons rouges, Thomas, puisque tu n'as pas de carton vert, tu dois les avoir, tes cartons rouges ou ton carton rouge. Un carton rouge. Tout à l'heure, Alexandre parlait de joueurs qui ne claquaient pas des genoux sur le terrain. Alors, s'il y en a bien qui lui, a claqué des genoux à Strasbourg, c'est notre ami Boudbouz sur son penalty. On voyait, alors je sais, toi Flavien, tu es attentif au nombre de pas d'élan, le fait de regarder la cage ou pas, mais et tu as raison, tu as complètement raison, mais on voyait sur sa tête que notre pauvre Boudbouz, excusez-moi d'être un peu grossier, il chiait dans son froc. Et pour moi, il était évident, dès que j'ai vu cette tête, il était tétanisé. Il pensait qu'à une chose, on sentait qu'il se disait, qu'il cogitait, pourvu que je le rate pas, et il a raté lamentablement. Mais c'était cousu de fil blanc. De fil vert, du coup. Donc si tu te sens comme ça, tu passes la main. Alors moi, en live, j'ai pas osé dire je le sens pas. Il y en a un qui l'a dit sur le chat, mais je voulais pas le dire parce qu'après on dit tu portes la poisse. Donc j'ai rien dit, mais je le sentais venir gros comme une maison. Quand j'ai vu son regard sur le ballon, j'ai compris que il allait pas le marquer. Ce qui me rend dingue, c'est qu'il cadre pas, quoi. C'est ça qui rend dingue. Hervé, ton carton rouge. Bah, mon carton rouge, moi, c'est pour l'ensemble de son œuvre, c'est pour Omeyer. Donc voilà. C'est l'ensemble de son œuvre depuis quelques années et surtout sur le dernier mois pour le recrutement de l'Égyptien. Très bien. Alexandre, carton rouge. Alors j'aurais bien dit Roland aussi, mais à un moment donné, il m'a tellement fait rire que j'ai du mal à lui mettre un carton rouge. Mon carton rouge, c'est, et là je vais faire le fouteux, hein, c'est vraiment ce manque d'expérience qui fait que Jesse Moulin, quand il se fait tamponner, ne reste pas par terre pour que l'arbitre arrête le jeu. C'est le fait que le VAR ne fonctionne pas et que je vois aucun, parce que sur tous les terrains du monde, les mecs vont mettre un coup de pression à l'arbitre, aucun coup de pression à l'arbitre. On a des jeunes sur le terrain, mais où sont les cadres ? Où sont les cadres ? J'aimerais quand même que Saint-Étienne remette aussi un peu la pression sur le terrain à ses adversaires, un petit peu à l'arbitrage aussi, parce que si on se fait enfler en ce moment, c'est peut-être aussi parce qu'on est bien gentil sur le terrain. Ah mais là, je suis avec toi à 100%, Alexandre. Tu prends un voisin à nous, un gardien de but voisin, pas loin à 59 km, lui, il se roule par terre jusqu'aux banderoles, hein, jusqu'au panneau publicitaire. Donc oui, lui, dans le fond, il a raison, puisque du coup, il y aura faute. Nous, le nôtre, il se relève tout de suite, il ne sait plus où il est, et on prend. Sur le terrain. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. On manque de vis, on n'est pas suffisamment... manque d'expérience, mais le problème, c'est qu'on a des joueurs expérimentés sur le terrain, et c'est à eux de montrer le chemin. On n'a pas remplacé Loïc Perrin de ce point de vue-là. On aurait dû le prolonger d'1 an. Je sais que Thomas, il tenait beaucoup. Allez, mon carton rouge. Je vous l'avais pourtant bien dit. Quelle mauvaise foi, quelle indignité. Alors, moi, mon carton rouge, pour conclure, les amis, mon carton rouge, c'est l'arbitrage. Je n'en peux plus de ces arbitrages. Franchement, c'est... Face à Paris, vous vous souvenez, Mathieu Debuchy, Mbappé fait comme ça à la courte échelle, donc Debuchy ne peut pas passer, des erreurs d'arbitrage à Reims, des erreurs d'arbitrage face à Strasbourg, 2 mains dans la surface de réparation non sifflées, alors il y en a une aussi de Camara. Enfin, je ne comprends pas l'arbitrage, franchement, et ce qui me rend complètement dingue, c'est que en plus on a l'assistance vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse en fait, je ne comprends pas que sur ces actions-là, les mecs dans la cabine ne disent pas à l'arbitre, parce que même si l'arbitre central ne le voit pas, admettons, il ne voit pas l'action, mais il y a des gars dans la cabine qui peuvent lui dire « Attends, dis donc, là, on a un doute, on est en train de regarder, on pense qu'il y a main dans la surface, tu veux venir voir l'image ?» Je comprends pas. Moi, je ne comprends pas les décisions d'arbitrage. C'est la pression d'arbitre. C'est pas possible. De main dans la surface, les mecs, ils ont les bras comme ça, décollés du corps. Enfin, c'est des nouvelles règles de football. Tu peux jouer comme ça, du coup. C'est possible dans la surface de réparation. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Et voilà, on a raté des pénaux. Flavien, n'oublie pas une chose. Un arbitre qui se déjuge est un arbitre qui perd des points sur sa note. C'est vrai, tu as raison de le rappeler. Aussi. Après, le problème, c'est que c'est ce qu'on disait en début d'émission, et donc ça fera la conclusion, c'est que pour l'instant, on a l'impression que les faits de jeu
pour l'instant nous sont défavorables. C'est-à-dire que c'est Joe Lapoisse, quoi. On s'en sort pas. Et un coup c'est l'inattention, un coup c'est le pas de bol, un coup c'est la transversale, un coup c'est je sais pas quoi. Mais voilà, moi l'arbitrage ce sera mon carton rouge. Et j'espère dimanche face à Lyon, on aura peut-être Monsieur Bata. Ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Bata ou l'autre arbitre? Non, c'est déjà sorti, hein, les arbitres. C'est qui l'arbitre de dimanche? Je sais plus, je l'ai vu passer, je me rappelle plus. C'est mais c'est déjà sorti. Vous voyez venir, vous, le pénalty à la 92e? Moi, il me fait peur ce pénalty à la 92e face à Lyon. Voilà, on verra, espérons que non. Bon, oui. En tout cas, Flavien, pour rester sur le derby, retour a priori possible, en tout cas si Puel les convoque, d'Amouma, de Bouanga, d'Abi, de Youssouf et de Neyou. Pour le moment, ces noms-là seraient OK pour le derby. Pas mal. Souvenez-vous que Charles Aby avait été titularisé pour le premier derby de Claude Puel quand on avait gagné 1-0, le but de Robert Meric qui était rentré en cours de jeu. C'était Charles Aby qui était à la pointe de l'attaque. Donc peut-être qu'il redécidera de titulariser Charles Aby pour ce match. On verra. En tout cas, c'est pas mal de retours de joueurs. Thomas, tu veux dire quelque chose? Et à Lyon, suspension de leur nouveau métronome, Paquita, brésilien, qui très fort. Grosse révélation lyonnaise de la saison. Et puis le goal Lopez qui a été affecté par les critiques des journalistes et des médias et qui serait pas bien dans ses shoes actuellement du côté de l'OL. Je tiens à ces informations d'une supportrice de l'Olympique Lyonnais, Florent. Voilà, si jamais Lopez est pas bien dans ses baskets, ça nous fera beaucoup de peine, tu l'imagines. On est tous bouleversés par cette info. Qu'il soit pas très bien, s'il pouvait faire une ou deux cagades dimanche, ce serait formidable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr allez voir sur peuplevert.fr toutes les actus de l'AS Saint-Etienne. Vous aurez toutes les dernières infos, peuplevert.fr, que vous pouvez suivre également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, un compte Insta aussi. Je dis pas de bêtises, Alexandre. Un compte Insta aussi. Et donc Benoît Bastien. Voilà, on a même le nom de l'arbitre, on a le retour des joueurs et on a le nom de l'arbitre. Tout va bien, on termine cette émission, merci d'avoir suivi, désolé s'il y a des petits décalages ou des images figées, mais voilà, on fait au mieux, après les connexions internet ne sont pas toujours les plus nickel. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt, bien sûr, je ferai un petit avant-match juste pour parler des compos, je pense, de ce match, et puis bien sûr, on se retrouvera dimanche soir en live. J'aurai besoin de renforts de supporters stéphanois, parce que je pense qu'il y aura des trolls lyonnais sur le live, évidemment, et donc il faudra être vigilant. Merci à tous, portez-vous bien, et allez les Verts, salut les amis. Salut, allez les Verts et bon Covid à tous. Ciao.